Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. La commission politique et de gouvernance au Sénat s'est entretenue ce mardi avec les dirigeants du district de Gasabo. Et à l'international, le nombre de victimes des séismes en Turquie et en Syrie s'approche désormais des 5000 selon les sources officielles. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais tout à l'heure en titre, la commission politique et de gouvernance au Sénat s'est entretenue ce mardi avec les dirigeants du district de Gasabo pour s'enquérir sur le rôle de la population et des partenaires dans l'élaboration de l'exécution des programmes, activités des organes de l'administration publique décentralisée. Kassim Youssouf nous fait le point. Les dirigeants du district de Gasabo ont indiqué avoir beaucoup fait pour accroître le rôle que la population joue dans la planification du district, mais les sénateurs ont fait observer que des efforts devraient être déployés dans certains domaines. À propos des défis que l'administration du district de Gasabo a pointé du doigt dans le processus d'implication de la population dans ce qui est fait pour elle, il y a notamment le budget qui est insuffisant pour mettre en exécution les desiderata de la population. Il y a également le fait que la population laisse au gouvernement toutes les activités de développement et oublie qu'elle a la responsabilité de bien entretenir ce qui a été fait pour elle. Le district de Gasabo a à son propos indiqué que la sensibilisation se poursuit pour changer la mentalité de certains de ses habitants. Le district de Gasabo indique qu'au cours de l'exercice budgétaire 2021-2022, environ 451 propositions issues de la population ont été incorporées au budget à hauteur de 36% seulement suite à l'insuffisance du budget. Le ministère rwandais de la fonction publique et du travail, en collaboration avec divers partenaires, y compris tous les districts de la ville de Kigali, l'association des employeurs de Rwanda, les syndicats et autres institutions gouvernementales et non gouvernementales, tient une réunion de concertation qui vise à améliorer le travail en général, mais en particulier dans leurs établissements respectifs. Dans leurs discussions, l'état de fonctionnement du secteur privé dans la ville de Kigali est également examiné en observant la mise en œuvre des recommandations de la réunion de concertation de l'année dernière. Il s'agit notamment d'augmenter le nombre de contrats accordés aux travailleurs, éviter d'employer des enfants qui n'ont pas l'âge requis, encourager les employeurs à chercher une sécurité sociale pour tous les travailleurs, payer les travailleurs dans les institutions financières au lieu de les payer cash sans preuve de paiement. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Le personnel de l'Office rwandais d'investigation RIB, en provenance de partout sur le territoire national, a tenu ce mardi une réunion sur le thème « Plus de professionnalisme et l'octroi de services de qualité rapide ». Kassim Youssouf pour les détails. Cette réunion a été précédée par différents exposés et notamment l'autocritique du personnel de l'Office rwandais d'investigation en ce qui concerne la bonne conduite, le respect de l'autre et la priorité accordée à la population en matière de l'octroi de la justice rapide et afficher de l'humanisme en respectant les droits humains de ceux qui sollicitent les services de cet office. Était également présent à cette réunion le ministre de la Justice, le docteur Ugirashewuja Emmanuel, qui a rappelé aux participants d'éviter tout sentimentalisme dans le travail qui pourrait causer du tort aux citoyens ou ternir l'image du pays suite au travail bâclé. Il leur a en outre invité à rester vigilants afin que leur profession puisse toujours inspirer confiance non seulement aux Rwandais mais également aux étrangers, surtout que le travail d'enquête judiciaire semble être pénible, mais son résultat reflète l'image du fonctionnement de la police judiciaire, ce qui exige la perspicacité et le respect du travail
plus que toute autre considération. L'édition continue, cette fois-ci page agricole, le programme de l'exploitation de l'énergie nucléaire dans différents domaines, notamment dans l'agriculture, est toujours à l'étude au Rwanda. Des experts disent que cette énergie, qui a priori est nocive à la santé, pourrait être le catalyseur du développement du domaine agricole. Suivez encore une fois Kassim Youssouf. Différents agriculteurs indiquent être actuellement confrontés à divers obstacles dans leur profession, notamment la baisse de la production suite au changement climatique. Les saisons ne sont plus stables et la pluie est irrégulière. Pour avoir une bonne production, nous devons donc faire recours à l'irrigation. Malgré tout, sans la pluie, la production agricole n'est pas réalisée comme souhaité. Les agriculteurs admettent cependant que s'ils parviennent à trouver une technologie sophistiquée, leur profession pourrait se développer et ainsi ils pourraient réaliser un accroissement de la production non seulement pour le marché local, mais également extérieur. Ils pensent notamment à la technologie qui faciliterait l'irrigation qui leur permettrait de cultiver sans tenir compte des aléas climatiques. Si nous avons ici cette technologie, nous pourrions cultiver et avoir une production qui satisferait le marché local et tout le monde en général. Nous pourrions subvenir suffisamment aux besoins de nos ménages et du marché local et extérieur. Personne ne serait heureuse de cultiver seulement pour le marché local, mais si le produit est exporté, c'est encore mieux. Si ces choses sont disponibles, nous pourrons évaluer leur fonctionnement et si elles sont lucratives, nous pourrions les adopter car notre souci, c'est réaliser du profit sans difficulté. L'Office rwandais de l'énergie atomique indique qu'on réfléchit sur l'exploitation saine de cette énergie pour le profit de la population. Je voudrais le répéter, pour ce qui concerne l'énergie atomique, nous nous focalisons sur les applications, notamment dans le secteur sanitaire, dans l'agriculture, l'extraction minière et autres. C'est là où nous déployons les efforts et lorsque nous saurons comment gérer ces petites applications, ça nous permettra de passer à la vitesse supérieure et voir des grandes applications de l'énergie atomique. La technologie nucléaire dans l'agriculture permet de se servir des rayons pour lutter contre des parasites et des pathologies et également pour accroître la production agricole. Elle permet en outre de protéger le sol et l'eau et assurer en général la sécurité des cultures. La technologie nucléaire peut également servir dans le domaine médical, dans l'extraction minière et dans d'autres. Merci Kassim. Des délégués représentant différents pays du continent africain sont à Kigali. Ils préparent ensemble les normes de qualité des produits qui seront respectés par tous les pays du continent. Le ministère du Commerce et de l'Industrie affirme que l'établissement de réglementations communes à tous les pays du continent africain est l'un des moyens d'augmenter la quantité de marchandises échangées sur le continent. Le récit suivant nous en dit plus. Des envoyés spéciaux de 5 pays d'Afrique sont au Rwanda pour une semaine dans le cadre d'étudier le contexte commun qui concerne les règles de normalisation sur le continent africain. C'est dans l'optique de renforcer les échanges commerciaux en Afrique, mais surtout en étant sûr que les produits qui sont sur le marché remplissent les règles de normalisation. Le directeur général de l'Office rwandais de normalisation s'exprime à ce propos. Tout d'abord, nous utilisons des normes de standards africains, ARSO. Pour ces normes, il était question de s'asseoir et voir ensemble comment avoir les mêmes normes au niveau du continent. Ensuite, nous avons dans nos laboratoires la capacité de mesurer les taux de normalisation. Nous sommes prêts car ces laboratoires sont reconnus au niveau international. En 2035, l'Afrique comptera 1,8 milliard d'habitants et le marché du travail africain sera à mesure de créer environ 100 millions d'emplois, ce qui permettra que l'échange commercial sur le continent africain
aille de 1,2 milliard à 5 milliards de dollars américains. Le secrétaire général de l'ARSO revient sur l'importance de reconnaissance mutuelle dans la normalisation. Ce document permet d'enlever les barrières régionales en termes de commerce sur le continent africain. Et si on ne demande pas plusieurs tests aux commerçants, ces derniers n'auront aucune raison de monter les prix de leurs produits. C'est aussi une occasion d'augmenter la capacité des pays en ce qui concerne la crédibilité. Au Rwanda, il y a 750 produits qui ont obtenu des certificats d'exportation où ils ont le droit d'aller à l'étranger, où entre 100 et 200 personnes demandent des documents de qualité chaque année. Là où on décide d'avoir en commun la documentation ou bien les règles de normalisation, ce qu'on peut appeler reconnaissance mutuelle, est ce qu'il y a de plus important pour améliorer le commerce transfrontalier et le commerce en général sur le continent africain. Car jusque-là, notre contribution dans ce cadre s'évalue à près de 16% du commerce qui s'effectue sur le continent africain. Les représentants des pays chargés de préparer des instructions et lois régissant cet accord indiquent que bien que tous les pays aient respectivement une institution nationale de normalisation, il est très important qu'ils aient tous une loi commune, ceci pour réduire le temps que les produits passent à différentes frontières en attendant leur accès à l'entrée dans certains pays. Cette initiative va améliorer le commerce entre les pays africains qui s'évalue actuellement à 16%. C'est la grande édition de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Alors que la musique africaine prend de plus en plus de place sur la scène internationale, notamment avec le chanteur nigérian Rema, qui vient d'entrer dans l'histoire comme le tout premier Africain à avoir la chanson la plus vendue dans le monde, avec le titre Calm Down. Dans la page culturelle de ce journal, nous nous intéressons au niveau de la production musicale au Rwanda. La qualité du son et des chansons est la base de toute industrie musicale et de plus en plus de jeunes producteurs prennent les devants dans ce secteur au Rwanda. Une jeune génération qui révolutionne la couleur de la musique made in Rwanda avec un son qui traverse de plus en plus les frontières, comme le dit ici le producteur Élisée Raha, plus connu sous le pseudonyme Ayo Rush. L'évolution de la production au Rwanda, elle est palpable. On peut tous voir comment, au fil des années, je peux dire il y a déjà 3 ans, il y a eu comme une révolution sur le plan de la production musicale, avec ces nouveaux sons, si je peux le dire. Des jeunes producteurs qui est venu, si on peut parler, on peut mentionner des gens comme Medbeat, Element et moi-même, Santana, le mouvement est grand. Donc, il y a une très forte évolution à tel point que je dirais que tous les pays de l'Afrique de l'Est maintenant sont en train de regarder notre production du Rwanda. Donc de plus en plus on est en train de produire des artistes d'autres pays que le Rwanda. The Ben en collaboration avec le Tanzanien Diamond Platinum, Bruce Melody avec le Congolais Inosbi, des partenariats musicaux à succès qui sont allés au-delà des frontières et ont ravi les mélomanes de par la région et un signe de la notoriété grandissante des artistes musicaux locaux. En parallèle avec la présence d'infrastructures aux standards internationaux comme le BK Arena, de plus en plus de musiciens de renommée planétaire viennent se produire au Rwanda, ce qui constitue une fenêtre de plus ouverte sur l'industrie locale. Cependant, le producteur Ayo Rush reconnaît la nécessité de studios au standing pour mener encore plus loin les œuvres musicales produites au Rwanda. De plus des studios, nous avons besoin des studios dans lesquels travailler, des studios qui sont sur les standards internationaux
un studio où, déjà parce que la qualité de notre musique est en train d'attirer le monde extérieur, comme je vous l'avais dit précédemment, que voilà, il y a ces artistes de l'extérieur, de la Tanzanie, du Burundi, de la République démocratique du Congo, qui sont en train de venir auprès de nous pour que nous puissions travailler pour eux. Alors nous aurons besoin un studio quand même au même niveau que la qualité que nous sommes en train de donner, parce que nous remercions déjà pour Arena et tout ça, pour ce qui est de l'entertainment, mais voilà, nous avons aussi besoin de beaux studios, parce que pour qu'une chanson soit chantée dans Arena, il faut que la chanson soit faite dans un studio. Alors le studio est la base, notre secteur de la production musicale est la base. J'aimerais juste qu'il puisse y avoir d'autres lampes qui s'allument sur nous. Merci. Les responsables sportifs au Maroc à différents niveaux affirment que l'investissement dans les infrastructures sportives et l'investissement dans la jeunesse africaine et marocaine est un moyen efficace pour permettre à ces jeunes de réaliser leurs rêves et de créer des partenariats sud-sud basés sur du solide pour un pays qui vise l'organisation de la CAN 2025. Eddie Sabiti nous en dit plus depuis Rabat au Maroc. Au lendemain d'une performance qui a rendu fier non seulement le royaume chérifien, mais également tout un continent. Aujourd'hui encore, le Maroc savoure sa belle campagne au Qatar lors de la dernière Coupe du Monde qui a vu le Maroc jouer les demi-finales d'une Coupe du Monde, une première dans l'histoire du continent africain, mais également du monde arabe. Comme le dit si bien le proverbe, qui veut aller loin ménage sans monture. Après de nombreux échecs et mésaventures à répétition sur le plan continental, le Maroc s'est retourné vers ses propres ressources en lançant des gros chantiers de modernisation, mais également de construction des stades de dernière génération aux standards internationaux dans les grandes villes comme Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, Agadir, avec un trait qui rappelle les valeurs ou encore l'identité de la ville. Ici, c'est l'exemple du grand stade de Marrakech, inauguré en janvier 2001 avec une capacité de plus de 45 000 places assises. Il fait partie des 5 stades gérés par la Sonarges, la Société nationale de réalisation et gestion des stades, depuis 2011 bien évidemment. On a reçu plusieurs événements, un peu plus de 700 événements depuis l'inauguration du stade, un peu plus que 8 millions de visiteurs qui ont assisté aux événements. Et donc c'est une industrie en quelque sorte qui se développe en parallèle avec les matchs et les événements à caractère sportif mais aussi culturel qui s'organisent dans le stade et dans la... La ville de Fès a donné de grands joueurs internationaux, dont le dernier, Youssef Nseri, qui est natif de la ville de Fès. Il a débuté ses premiers pas de football ici à Fès, puis après il est parti à l'Académie Mohamed VI pour faire sa carrière au niveau de l'équipe de Séville en Espagne. Oui, c'est l'un des buteurs, c'est celui qui a marqué le but qui a permis au Maroc de se qualifier à la demi-finale contre l'équipe du Portugal. Depuis 2014, s'il fallait bâtir des stades modernes qui permettent un meilleur spectacle, ceci devait rimer avec un encadrement professionnel de jeunes talents et une professionnalisation du championnat local. Alors, si le Maroc est allé en demi-finale de Coupe du Monde au Qatar en 2022, ce n'est pas un succès par hasard ou une question de chance. Depuis 2014, sous l'égide de M. Fouzi El-Rajab, président de la Fédération marocaine de football, on a mis en place un véritable plan de développement stratégique du football marocain. En réalité, nous avons créé notre propre modèle. Donc d'abord, nous sommes concentrés sur les infrastructures. Nous avons construit de nouvelles infrastructures, par exemple le complexe Mohamed VI de football que nous avons eu l'occasion de visiter et qui est l'une des meilleures infrastructures mondiales. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a déclaré cela lors de sa visite au complexe. On a également aujourd'hui travaillé sur la création de centres de formation pour les jeunes, pour nos clubs. On a aujourd'hui inauguré l'Académie du Raja Casablanca, mais également l'Académie de Berkane. Et nous avons aujourd'hui également au Maroc plus de 6 stades homologués par la CAF et par la FIFA. Ce sont les stades que nous proposons pour notre candidature à la Coupe d'Afrique 2025. Bâti à Rabat, le complexe Mohamed VI s'étend sur un terrain de 29 hectares
Ce centre d'excellence est destiné à accueillir les équipes nationales marocaines, toutes catégories confondues, mais également des nations étrangères, notamment ceux de l'Afrique, puisqu'ayant 4 terrains de football avec gazon naturel, 3 terrains en gazon synthétique, 1 terrain de football en hybride, 1 terrain couvert, une salle de futsal, une piscine olympique, 2 cours de tennis ou même un terrain de football de plage. Avec un coût d'environ 66 millions de dollars américains pour la construction de ce joyau. Ceci rentre dans le cadre du programme national de mise à niveau des infrastructures sportives, notamment dans le football. Alors, le TGV de Rabat dessert principalement 4 villes, c'est-à-dire ça lie les habitants de Rabat à ceux de Tanger, Kenitra ainsi que Casablanca. Vous comprendrez, pour normalement une distance de 3h30 en voiture, avec ce TGV, vous ne faites que 1h20. Vous comprendrez le gain en termes du temps et surtout le temps qui est de l'argent. C'est très important d'avoir des infrastructures pareilles pour une organisation effective d'une compétition ou des compétitions à caractère international. Alors, les infrastructures sportives, ça rime avec les infrastructures routières ou de communication comme ce TGV de Rabat. L'organisation de la Coupe du Monde de clubs de la FIFA au Maroc est un moment idéal pour le Royaume de faire valoir ses arguments, dont ses principales infrastructures sportives, hôtelières et touristiques, qui s'étendent sur plusieurs villes du Royaume, comme Fès, Marrakech, Tanger, Casablanca et bien sûr la capitale Rabat, avec son magnifique complexe sportif de Moulay Abdallah, tous bâtis ou rénovés avec un budget conséquent à la hauteur de leur état ultra-moderne. Edi Sabiti, depuis Rabat, au Maroc. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.